Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. J'ai envoyé un scénario à la Dragon Room, vous avez bien lu le titre. Pour vous la faire courte, c'est arrivé après l'idée est arrivée après la vision du film Dragon Ball Super Broly, qui m'a laissé un peu frustré, comme beaucoup d'entre vous. Sur le fait qu'on est obligé, fan de Dragon Ball, d'être mis devant le fait accompli. Il existe deux versions d'un même personnage de Bardock, le père de Sangoku. D'un côté, la version badass du téléfilm, du TV special des années 90, qui est également repris dans le manga de Toriyama, l'espace d'une page ou de deux, trois cases. Et puis la version plus récente, moderne, la vision moderne de Toriyama, qu'en a Toriyama du personnage, qu'on croise dans le chapitre bonus Dragon Ball Minus du manga Jacko de Toriyama, et qui a été reprise dernièrement dans la première partie du film DBS Broly. Alors je suis parti du principe que les deux visions, les deux histoires du même personnage, ne sont pas incompatibles, et qu'on pouvait prendre en fait le meilleur des deux mondes pour en faire une seule et même version qui plairait en fait à tous les fans. Alors évidemment, la mise en place de ce projet m'a pris énormément de temps, parce que j'ai voulu bien faire la chose, tout illustrer, pour envoyer un dossier complet au Japon. Alors pourquoi dilapider autant d'énergie dans ce projet ? Je suis parti de l'idée que le film Dragon Ball Super, on le sait, Broly, devait être beaucoup plus long, et Toriyama avait proposé un script beaucoup plus long, notamment pour la première partie du film, qui se penche sur Bardock, Paragus, le roi Vegeta, etc. Et la destruction de leur planète. On sait qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées, et donc je me suis dit, il est possible, il est envisageable que lorsque Dragon Ball Super reviendra sur les écrans, parce que je pense toujours que ça va arriver, il pourrait faire comme à l'époque, en 2015, lorsque Dragon Ball Super est arrivé. Ils nous ont proposé deux arcs qui n'étaient que la réécriture, la mauvaise réécriture ou la mauvaise adaptation des films Battle of Gods et Fukatsu no F. Je me dis qu'ils pourraient refaire ça avec le film Dragon Ball Super Broly et nous proposer le script large de Toriyama. Donc du coup, j'en ai profité pour envoyer mes idées, en espérant que ça puisse tomber dans la bonne boîte aux lettres et tomber dans la bonne oreille. Alors juste quelques petites précisions avant que je vous raconte l'histoire, parce que c'est ce que je vais faire, je vais vous raconter l'histoire que j'ai envoyée à la Dragon Room. J'ai listé tous les éléments officiels qui correspondent au personnage de Bardock, du roi Vegeta, etc. Je les ai listés et je les ai hiérarchisés, c'est-à-dire que j'ai mis un ordre de priorité pour chacun. En tout premier, tous les travaux de Toriyama officiels, comme l'apparition de Bardock dans le manga, sa vision dans Dragon Ball Minus, ainsi que dans le manga Galactic Patrol Jacko, tout ça passe en premier lieu. Donc ça, je n'évince aucun élément de ça, je le fais passer en priorité. Et puis vient le film Dragon Ball Super, la plupart des éléments sont gardés. Et puis les idées de Toyotaro, parce que vous allez le voir, mais Toyotaro a donné pas mal de petites pistes sympas par rapport au personnage de Bardock, et je les utilise dans mon histoire. Et puis vient derrière le TV special des années 90. Je ne garde pas tout, je prends vraiment les meilleurs éléments et puis je les intègre à l'histoire. Et puis les fillers de Dragon Ball Super, les fillers de Dragon Ball Z de la série TV passent en dernier lieu. Je vais les utiliser, mais pas tout. Et puis j'essaye de lier, si vous voulez, tout ça, tous ces éléments, je les lie avec des petites histoires que j'ai inventées, des liens, pour en faire un grand récit. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire. Mettez-vous en tête que cette histoire, je l'imagine, quand je l'écris, comme étant répartie en plusieurs épisodes, peut-être une vingtaine d'épisodes pour vous donner une idée, qui serait en fait la première partie du retour de Dragon Ball Super sur les écrans. Je l'imagine commencer par cette histoire. Donc on commence en 732 sur la planète Kanassa. 732, c'est 5 ans avant la destruction de la planète Vegeta. Par Freezer, évidemment. La planète Kanassa, c'est la planète qu'on découvre au tout début du TV Special. On y trouve 4 Ozaru, portant des armures officielles de l'armée Saiyan. La lune se couche et donc le jour se lève. On voit donc les 4 Saiyans qui reprennent leur forme normale, et il s'agit de Bardock, accompagné de Thomas,
de Leek, qu'on découvre pour la première fois dans Dragon Ball Minus, ainsi que Guinée, qui est là en tant que combattante en 732. Le soleil se lève donc, et il y a des ombres qui se meuvent dans les gravats de la planète Kanassa, parce que les Saiyans viennent de faire leur basse besogne et détruire la civilisation de cette planète pour le compte du roi Cold, qui est alors le dirigeant des armées Saiyans à cette époque. Les ombres, en fait, sont des Kanassan, donc des habitants de la planète, qui ont survécu et qui tentent de se faufiler derrière les Saiyans pour les prendre en embuscade, pour se défendre et contre-attaquer. Et parmi les habitants de la planète Kanassa, des survivants, il y en a un qui semble être plus fort, qui semble être le leader, et le spectateur se rend compte qu'il ressemble à 100%, comme deux gouttes d'eau, à Ginyu. Celui-ci attaque les Saiyans, et Guinée est blessé à la jambe. Bardock, lui, saute pour la sauver, et il se prend la vague de ki dans le visage, et il est blessé. On découvre l'origine de la fameuse cicatrice de Bardock, qui est due en fait au sauvetage sur Guinée. Thomas, Leek et Bardock balancent une contre-attaque, et il s'enfuit en fait. Il s'échappe pour aller se mettre à l'abri, parce qu'ils sont un peu les autres, les Kanassan, sont en surnombre. Une fois qu'ils sont cachés dans les gravats, un peu loin du champ de bataille, Bardock soigne la blessure de Guinée, avec un onguent. Thomas lui tend un tissu qu'il le noue à la cuisse de Guinée, et qui prend la couleur du sang au moment où leurs regards se croisent. Donc on explique sur le champ de bataille comment des émotions des sentiments entre Guinée et Bardock sont nés. Alors ils sont repérés par un guerrier Kanassan qui tente d'appeler le reste des troupes. Mais à ce moment-là, Thomas, comme dans le TV Special des années 90, lui balance une vague de ki. Le guerrier tombe mort, et Bardock leur dit écoutez, Leek et Guinée, vous filez, vous cachez dans nos pods, vous appelez du renfort. Leek appelle alors du renfort, il parle au QG des Saiyans, et ceux-ci disent vous avez de la chance, le Toku Sentai de Ginyu est pas loin d'ici, et il va venir vous donner un coup de main. Pendant ce temps-là, Thomas et Bardock essayent de retenir tant bien que mal les troupes de Kanassa, quand soudain ils voient arriver au loin les vaisseaux de Ginyu et ses forces spéciales. Et voilà que nos 4 Saiyans peuvent fuir la planète Kanassan sains et saufs. Alors ici, on a une scène qui mêle 4 personnages très importants finalement dans l'histoire de Bardock, et qui fait un peu le liant. Donc on a évidemment Bardock, à ses côtés Thomas, qui représente un petit peu la vision du TV Special des années 90. On a Leek, qui lui est son partenaire dans Dragon Ball Minus, et au milieu de tout ça on a Guinée. Avant qu'elle n'arrête de combattre, elle était dans les forces d'attaque des Saiyans, donc elle a été combattante également. Donc voilà, on est un peu dans la genèse de ces personnages-là, qui se rencontrent, qui se connaissent, qui partent au combat ensemble. Ça permet de bien les mettre en évidence et de connaître un petit peu mieux leurs origines. À côté de ça, j'ai mêlé donc... On est sur Kanassan, hein, donc on est vraiment sur l'histoire du TV Special. J'ai juste retiré en fait le pouvoir que l'un des habitants de Kanassa donne à Bardock de voir le futur. C'est une décision que j'ai prise, que j'aurais pu ne pas prendre, mais en tout cas pour mon scénario, je le retire, parce que c'est difficile à intégrer par rapport au reste, puisque dans la version de Bardock de Dragon Ball Minus, on n'en entend jamais parler. Donc j'ai décidé de le retirer. Les voilà de retour sur la planète Vegeta. Ils sont soignés par les scientifiques sur place. Et soudain arrive un Saiyan qui leur dit que le roi Cold et son fils arrivent sur la planète Vegeta pour faire l'état des troupes. Ils ont un message, et donc voilà Bardock qui enfile sa tenue officielle de l'armée de Freezer, du roi Cold, à savoir la fameuse armure qu'il porte dans Dragon Ball Super Broly.
Donc on a un switch entre les deux armures. Dans la première version, dans la première partie, il était avec son armure qu'on connaît des années 90, et puis ici, obligé de porter l'armure comme tous les autres Saiyans pour recevoir pour la venue du roi Cold. Donc là, on est sur la scène, typiquement la première scène du film Dragon Ball Super Broly, hein, avec le roi Cold et son fils qui débarquent, qui font l'état des lieux, et le roi Cold qui dit, bah voilà, maintenant c'est mon fils qui prend la succession. Là, il n'y a pas vraiment de changement. J'assisterai peut-être plus sur le personnage de Lemo, qui est là, hein, on le voit dans le film, très très discret. Ici, il pourrait être mis un peu plus en avant puisqu'il va être utilisé. Bardock, par contre, repère le Toku Sentai, qui leur est venu en aide quelques heures plus tôt, qui est de retour avec le roi Cold, et il se rend compte en fait que le corps de Ginyu a changé. C'est plus le corps d'époque, mais c'est le corps du leader des Kanasan. Et donc il se fait la réflexion. Ça, c'est une idée qui vient justement de Toyotaro. Donc là, j'ai une anecdote. Hein. Ça vient d'une idée de Toyotaro qui nous montrait, vous le voyez ici à l'écran, qui nous montrait que comment Ginyu, dans quelles circonstances Ginyu avait changé son corps. Alors, il parlait pas vraiment des circonstances, mais en tout cas, il montrait que c'est arrivé. Et on voit d'ailleurs le guerrier qu'il était avant, qui se pose des questions. Donc voilà, là je l'ai intégré dans l'histoire, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne aussi une origin story un petit peu à Ginyu et ça rajoute des détails, c'est sympa. Alors voilà, après ces deux scènes, on est déjà passé du Bardock avec son armure de l'époque, c'est un peu son armure personnelle on va dire, à son armure de l'armée du roi Cold. Donc voilà, en même pas un épisode, on a déjà les deux visions des deux personnages, du même personnage, qui sont entrés en compte, et du coup, je pense que ça peut attirer le spectateur à ce niveau-là. Alors je passe rapidement sur la scène suivante, qui est la même que dans le film Broly, où le roi Vegeta va voir les enfants Saiyans qui sont dans les couveuses, notamment son fils, ainsi que Broly. Pour la première fois, on voit Broly. On pourrait rajouter par exemple ici ce que Toriyama avait établi en interview et qui n'avait vraiment jamais été utilisé dans l'histoire, c'est-à-dire que le roi parle un petit peu plus que dans le film et dirait voilà, il existe deux guerriers d'élite Saiyan, c'est le roi Vegeta et son fils Vegeta 4. Il y a 10 guerriers de classe moyenne, on les voit ici à l'écran, ce sont ces 10 loyaux serviteurs, hein, qui sont censés être plus puissants. On les voit rapidement dans Dragon Ball Super Broly. Et puis le reste de la population Saiyan, ce sont des low-class warriors, donc des guerriers de basse classe. Voilà, avec cette petite explication, on en saurait un petit peu plus sur le background des guerriers Saiyan. Alors ici, j'impose un peu une scène qui fait bouche-trou, je vais dire, entre d'autres scènes connues. C'est une scène que j'ai, entre guillemets, inventée. Donc Bardock, Thomas et Leek sont informés qu'ils vont devoir repartir en mission. On les voit tous les trois avec leur armure de l'armée de Freezer, qui c'est maintenant l'armée de Freezer. Et pour la petite anecdote, ça peut correspondre à la mission sur la planète Céréales, dont on entend parler dans l'arc actuel, l'arc Granola. Alors évidemment, quand j'ai écrit ce projet, on n'en était nulle part, hein, dans l'arc Granola, je crois que ça n'avait même pas encore commencé. Et du coup, on peut facilement imaginer que cette mission pourrait être pour des gars comme Bardock, Thomas ou même Taro, qui est un personnage qu'on voit dans Dragon Ball Super Broly. C'est le moment de la mission pour la planète Céréales avec l'armée de Freezer. Et Guinée débarque, donc là on est vraiment dans un village, hein, dans le village des Saiyans. Guinée débarque et elle dit voilà, moi j'arrête ma carrière de guerrière, c'était trop dangereux, j'ai failli y passer. Bardock est un peu ému de cette nouvelle et il décide de passer la soirée avec Guinée, hein, donc il reste avec elle en tout cas avant de repartir au combat. Elle explique que elle va travailler dans le centre de distribution de viande, hein, comme on le voit dans Dragon Ball Minus. Et on peut imaginer que voilà, ils s'endorment tous les deux et on peut imaginer que Raditz a été créé cette nuit-là. En tout cas, chronologiquement, ça correspond, hein, ça pourrait correspondre tout à fait à la conception du petit Raditz. Le lendemain, Paragus débarque chez le roi Vegeta, pareil, hein, c'est la même scène que dans Dragon Ball Super Broly, et il se rend compte que le roi Vegeta a balancé son fils sur la planète Vampa. Il vole un vaisseau, il s'embarque avec Beats sur la planète Vampa, il retrouve son fils,
il tue Beats. Donc voilà, rien de neuf, c'est juste pour intégrer cette scène à l'histoire. Ça se termine comme ça, comme dans le film Broly, et on retrouve alors 5 ans plus tard les mêmes personnages. Et ici, on retrouve Nappa, en fait, qui, comme dans le TV Special, s'enquiert du petit prince Vegeta qui est né, qui combat pour s'entraîner des Saibaman. Et il remarque qu'il a vraiment un potentiel incroyable. Ensuite, Nappa lui tend son armure, et Vegeta décide de rejoindre son père dans la grande salle du trône, mais son père a des soucis, il est en train d'être humilié par le dieu de la destruction, Beerus. C'est une scène qui fait écho à quelque chose qu'on voit dans le manga et dans l'anime Dragon Ball Super. Donc Beerus est mécontent pour une bête histoire de mauvaise bouffe, évidemment, et le petit roi Vegeta court vers Beerus pour s'en occuper, mais évidemment il tombe inanimé sans même l'atteindre. Et c'est là que Beerus ressent la présence de Freezer à proximité, parce qu'il faut savoir que Beerus et Freezer se sont déjà rencontrés, on l'apprend dans le film Fugatsu no F. Et c'est à ce moment-là qu'intrigué, Beerus décide d'aller rendre une petite visite à Freezer. Quand Beerus part, le roi Vegeta a un très mauvais pressentiment, et il ordonne à Nappa d'emmener son fils Vegeta, ainsi qu'avec 2 autres guerriers qu'on voit dans Dragon Ball Super Broly, sur la planète Taboo. Taboo, c'est une planète qui a été nommée dans un des fillers de Dragon Ball Z, mais ça n'a pas vraiment grande importance. Donc voilà, il dit c'est le moment pour toi de d'aller conquérir une planète, d'apprendre par toi-même sur le terrain. Et Nappa décide d'emmener également un autre jeune guerrier qui a un gros potentiel, c'est le fils de Bardock, Raditz. Donc les 2 petits partent avec Nappa et les 2 autres guerriers. Ensuite, le roi Vegeta ordonne qu'on envoie son tout jeune fils, qui est supposé être Table, qu'il a déjà nommé, sur une autre planète. En vérité, le roi Vegeta flippe pour sa descendance et décide de faire quelque chose. Voilà pour cette petite partie. Donc on nomme pour la première fois, enfin en tout cas on cite Table, qui part pour Tech Tech, on le sait. Il y a aussi 2 versions du character design du jeune prince Vegeta qui s'opposent. Il y en a une version de Toriyama, une version de la Toei, donc il y en a un qui a des cheveux devant les yeux, l'autre pas. Et alors je me suis imaginé qu'en fait les 2 existent réellement. Il a les cheveux qui lui tombent sur le front, et quand il passe sa main dans ses cheveux, en fait il a sa coupe de Vegeta classique. Voilà, ça c'est juste pour l'anecdote. Là, on retrouve une scène bien connue de Dragon Ball Minus où Leek et Bardock attaquent une planète random. Ça, on n'a pas vu dans Dragon Ball Super Broly, mais en tout cas, il existe dans Dragon Ball Minus. Soudain, Leek reçoit un appel, il faut revenir sur la planète Vegeta. C'est un ordre de Freezer qui demande à tous les Saiyans de se rassembler. Suite à cet appel, Leek est un petit peu distrait et il se fait attaquer par l'un des aliens sur place. Il tombe au sol et Bardock décide aide son camarade en se transformant en Ozaru. J'ai imaginé, on le voit pas ici, mais j'ai imaginé que Bardock que les Saiyans de basse classe aient un pistolet qui balance des ondes brutes, crée une lune artificielle, parce que Vegeta le dit dans l'arc Saiyan, les guerriers de basse classe sont incapables de créer des lunes artificielles. Donc j'ai imaginé cette espèce de pistolet qui envoie des ondes brutes, qui permet à Bardock d'aider Leek, et puis ils partent de cette planète. Et là, c'est à nouveau une scène qu'on connaît dans Dragon Ball Super Broly, le film. Bardock qui partage ses inquiétudes à Leek quant à ce rassemblement et cet ordre donné par Freezer. Là, il y a à nouveau une scène intéressante que Toyotaro a suggéré, de lier en fait Leek et Thomas. Donc ce lien n'existe pas pour l'instant officiellement, mais c'était une idée de Toyotaro, je l'ai trouvée très bonne, je l'ai réintégrée. Donc Leek, pendant qu'il est dans le vaisseau, dit je vais quand même m'enquérir auprès de Thomas pour savoir s'il a reçu le même appel. Il appelle Thomas, et Thomas dit non, on n'a pas reçu, moi et mes 4 guerriers, on n'a pas reçu cet ordre de la part de Freezer.
Et en effet, on voit derrière Dodoria qui compte se débarrasser des 4 guerriers. Donc là, c'est bien, ça fait un lien. Ces 4 guerriers, hein, donc Totepo, Celipa, Pamput et Thomas, eh bien, on les voit quand même dans le film Dragon Ball Super Broly. On les voit lorsque le roi Cold et Freezer visitent la planète Vegeta. Ils existent donc dans le canon, on va dire, donc ils peuvent être facilement intégrés dans l'histoire, et j'ai trouvé que c'était très habile de la part de Togataro, cette petite idée. C'est pour ça que je l'ai intégré. La suite, donc, on retrouve Freezer, hein, qui parle du Super Saiyan God, qui explique pourquoi, en fait, il a pris cette décision de rassembler tous les Saiyans, et puis de détruire la planète Vegeta. Ben, c'est parce qu'il a peur du guerrier légendaire, du Super Saiyan légendaire, et du Super Saiyan God. Mais surtout, Freezer dit quelque chose de très intéressant, et retenez-le bien, c'est que la destruction de la planète Vegeta, il le planifie pour dans 1 mois. Ça laisse un temps infini pour qu'il se passe plein de choses. On ne s'en rend pas compte en fait de cet élément dans le film Dragon Ball Super Broly, parce que les scènes s'enchaînent très vite à ce moment-là. Mais effectivement, il reste 1 mois avant la destruction. Donc entre le moment où Freezer demande à tous les Saiyans d'être rapatriés sur leur planète et le moment effectif de la destruction de la planète, il se passe 1 mois. Donc je vais profiter largement de cet élément pour broder une histoire, vous allez voir. Donc c'est la même scène, et puis soudain apparaît Beerus dans son dos. Alors, en gros, Beerus est là pour dire, bah voilà, Freezer, t'es bien sympa, tu décides en fait par toi-même de détruire des planètes, mais c'est mon job. Mais vas-y, parce que ça va me permettre d'aller faire une petite sieste, hein, puisque c'est le moment où Beerus va aller faire une sieste. Et en plus, je peux pas blairer en fait ce roi Vegeta, donc je te donne les clés, je te laisse faire, je te donne ma bénédiction, tu peux détruire la planète Vegeta. Voilà, en gros, ça lie un petit peu les éléments qu'on avait découverts dans Battle of Gods et dans Fugatsu no F. Donc au même moment, Bardock et Lix débarquent sur la planète Vegeta. Encore une fois, c'est une scène qu'on connaît. Hein. Il parle un petit peu de ses inquiétudes à ses camarades. Il va voir Guinée, qui est contente de le retrouver. Et puis, eh bien, il décide, la grande décision, de sauver Kakarot, leur enfant. Hein. C'est la fameuse scène où on verse tous une petite larme. Cette scène, je la laisse telle qu'elle parce qu'elle est juste parfaite. Et là, on découvre hein, effectivement la personnalité un peu attachante et touchante de Bardock. Hein. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a vu il y a 5 ans, où il était encore un guerrier assez brut. Ici, on intègre un peu la version Dragon Ball Minus de Bardock, plus proche de sa famille. Et là, je décide, c'est un tournant hein, dans mon histoire, je décide en fait d'intégrer un personnage qui est Jaco à toute cette histoire. Donc j'ai essayé de lier toute l'histoire du manga de Jaco, parce que je fais une petite aparté, mais je trouve complètement aberrant que Jaco soit apparu comme un cheveu dans la soupe dans Dragon Ball Super. Je l'ai toujours dit, si vous n'aviez pas vu le manga Dragon Ball Jaco, eh ben, vous ne saviez absolument pas qui était ce personnage de Jaco. Or, Jaco va prendre de l'importance dans la suite, parce que si effectivement Dragon Ball Super revient sur nos écrans, on aura l'histoire sans aucun doute de Moro, de Merus, etc. Et donc la patrouille galactique aura une grande importance, donc c'est bien de l'intégrer en amont, hein, comme ça aurait dû être fait il y a bien longtemps, et c'est la bonne occasion d'adapter en fait le manga de Jaco en animation. Donc là je ne prends pas une grande liberté, c'est vraiment l'histoire de Jaco. Si vous avez lu le manga, vous savez de quoi il s'agit. C'est le moment en fait où Jaco est prévenu que un vaisseau est parti de la planète Vegeta vers la planète Terre, qui est dans la juridiction de Jaco en tant que patrouilleur galactique. Alors il décide d'aller, on l'envoie plutôt voir ce qui s'y passe, c'est plutôt pour se débarrasser de lui. Et donc il va à la rencontre de ce pod Saiyan qui contient évidemment Kakarot. Il reste encore 1 mois avant la destruction finale de la planète Vegeta. On retrouve Bardock en pleine nuit qui fait un cauchemar où il explose avec la planète Vegeta. Donc, il n'a pas des prédictions ou des visions, mais plutôt là, moi, je fonctionne par cauchemar. Il a des très mauvais pressentiments. Il se réveille en sueur et il dit à Guinée, qui le rejoint, je m'inquiète vraiment pour Thomas, en fait, qui n'est pas revenu et qui n'a pas été prévenu de l'ordre de rapatriement. Et elle lui dit, écoute, tant que tu es sur ta lancée, tu as sauvé ton fils hier, va sauver ton ami Thomas et ses potes, quoi. Et donc, elle lui tend son armure qui lui est chère, celle qu'on voit au tout début, c'est-à-dire son armure noire, verte et avec ses brassières rouges.
Donc on revient au Bardock, visuellement au Bardock classique. Il décide donc d'aller prendre un pod pour rejoindre Thomas, mais sa route est barrée par deux soldats de l'armée de Freezer qui dit interdiction de sortir de la planète Vegeta, vous restez là où vous êtes, c'est pas possible. Bon, Bardock se bat. Il décide d'y aller à fond et il assomme les deux soldats et il part pour la planète Mythe, qui est citée effectivement dans le TV special des années 90. Pour l'anecdote, j'explique que son empathie à Bardock, ce qui n'est pas naturel chez les Saiyans, est née en fait de sa relation avec Guinée, qui elle par contre a vraiment un bon cœur. Et voilà, c'est ça a été amené petit à petit. C'est comme ça qu'il sauve d'abord son fils et puis qu'il part quand même aider ses camarades Thomas, etc. On les retrouve donc, on retrouve Thomas qui vient de se faire tabasser par Dodoria. Il essaye de résister, mais Dodoria l'achève. Donc là, on est vraiment sur la scène exacte du téléfilm, du TV special. On retrouve ensuite Zarbon qui prévient Freezer que Dodoria vient de se débarrasser par lui-même, a pris la décision de se débarrasser de Saiyan, qui était sur une planète, sur la planète Mythe. Mais Zarbon prévient Freezer, et ça, on a encore ça dans le TV special, il prévient Freezer que faut quand même faire gaffe parce que tout seul, les Saiyans ne sont vraiment pas dangereux, mais s'ils se regroupent, ça peut devenir un problème. Il prévient également que le petit prince Vegeta a été envoyé sur une autre planète, la planète Taboo, il y a quelques heures. Alors Freezer décide d'aller voir le roi Vegeta. Et là, on passe à un fillers de l'épisode 78 de Dragon Ball Z. Un épisode que vous avez peut-être oublié, c'est pas marquant, mais je trouvais intéressant d'intégrer cette idée que Freezer vient un petit peu faire le malin auprès du roi Vegeta. Il s'assied sur son trône et il lui dit écoute, je veux que tu me ramènes ton fils parce que je veux l'intégrer à mon armée, sachant très bien que ça va faire grincer des dents le roi Vegeta. Et quand Freezer s'en va, les guerriers d'élite du roi Vegeta lui disent c'est pas possible, Majesté, vous pouvez pas lui filer votre fils. Et il dit je sais bien, je ne le laisserai pas faire. Forcément. Donc voilà, la scène finit par cette rancœur qu'a le roi Vegeta envers Freezer. Et ça va être assez important sur la fin, vous allez voir. Alors là, les éléments commencent un petit peu à s'entremêler. On retrouve Jaco qui arrive à proximité de la planète Terre. Et si vous connaissez l'histoire, il atterrit sur Terre, sur une petite île, et il rencontre un vieux monsieur, Omori, et il l'aide sur sa petite île, ce vieux Omori qui est tout seul, qui a perdu sa femme. Donc là, on retrouve une ambiance un petit peu plus légère, avec évidemment Jaco, mais les dialogues n'étaient pas inintéressants dans le manga de Jaco, c'était pas que de la rigolade en permanence. Donc voilà, ça commence à intégrer ce personnage, ainsi que Omori. Et donc on a l'entièreté du premier chapitre de Jaco, qui est narré. On retrouve ensuite Bardock, qui arrive sur la planète Mythe pour aider son pote Thomas, mais il est déjà à moitié mort, et Thomas meurt dans ses bras. Et là, évidemment, Bardock récupère le fameux bandana qu'il se met autour de la tête. Et on retrouve donc enfin notre Bardock des années 90. Vous voyez, on a fait le lien, ça passait comme une lettre à la poste. Bardock se fait attaquer par Dodoria et ses sbires, et finalement Dodoria pense l'achever en lui explosant la tronche, et il s'enfuit dans son vaisseau pour rejoindre le vaisseau de l'armée de Freezer. Voilà, on laisse Bardock derrière nous, il est censé être mort, et on intègre ici les chapitres 2 et 3 du manga de Jaco. En gros... Voilà, le Omori a quelques problèmes parce qu'il doit quitter son île et il décide de partir à la grande ville avec Jaco pour acheter du lait, etc. Et Jaco se déguise en humain, on va dire. Ici, je veux dire, le truc intéressant, c'est que on nous parle du Sky Gold, qui est cette fameuse monnaie intergalactique. C'est une pierre précieuse qui est utilisée par Bulma dans Dragon Ball Super, comme essence, si vous voulez, comme énergie pour ces time machines. Voilà. Donc c'est intégré également dans le manga de Jaco, et donc du coup ici ce serait intéressant de faire le lien, vu qu'on en parlera plus tard dans l'arc Moro.
On retrouve Bardock qui a survécu et qui se traîne jusqu'à un vaisseau. Enfin, il trouve de l'eau, il trouve le corps d'un habitant de Mythe. Il le bouffe. D'ailleurs, Toyotaro nous l'avait dessiné tel quel. On le voit ici à l'image, c'était intéressant. Donc là, j'ai intégré cette idée. Il se hisse jusqu'à un vaisseau, parce qu'il est vraiment en mauvais état. Et il y trouve une machine, une medical machine. Parce qu'en fait, il y a un vaisseau qui est resté là. C'est les deux gars de l'armée c'est les gars de l'armée de Dodoria, les potes de Dodoria qui sont décédés, qui ont laissé évidemment leur vaisseau. Et donc là-dedans, il y a justement une medical machine. Il s'y glisse et il se fait soigner, et il s'endort. On retrouve donc Jaco et Omori qui vont en ville, il se passe toutes sortes de choses, et ils rencontrent Tite, la sœur de Bulma. Donc Tite est enfin intégrée intelligemment à l'histoire. Et voilà, ce sont les chapitres 4, 5 et 6 de l'histoire de Jaco qui se déroule ici. Et on retrouve Bardock dans sa machine médicale qui est en train de faire un cauchemar. Il y voit en fait... ses fils se battre. Il voit ses fils se battre et être tués tous les deux. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les deux fils de Bardock sont morts en même temps, tués par le Masako Sapo de Piccolo. Donc voilà, c'est un cauchemar. Bardock se réveille. Il est plus ou moins remis sur pied, pas complètement, mais il décide d'avoir. Enfin, il a assez de force pour sortir de sa machine médicale et puis repartir sur la planète Vegeta, parce que là, ça devient urgent. Il a vraiment ce mauvais pressentiment qui est exacerbé. Il remet son armure, et il retrouve son pod, et il repart vers la planète Vegeta. Là, on a une scène du TV Special, exactement comme dans le TV Special, où Dodoria dit bien voir Freezer, et Freezer lui dit t'es bien sympa, mais t'as laissé un Saiyan en vie. Oh non, je suis désolé, maître Freezer. Mais ne t'inquiète pas, il est en train de rejoindre la planète Vegeta, donc il va subir le même destin que les siens, donc il n'y a pas trop de problème. Évidemment, ici, il faut intégrer à un moment donné les personnages de Belly Blue et de Kikono, qu'on voit dans Dragon Ball Super Broly. Ils doivent être aussi dans les parages, donc on pourrait avoir des scènes où Zarbon, Dodoria rencontre et croise régulièrement Kikono et Belly Blue pour lier tout ce beau petit monde autour de Freezer. Alors d'une scène à l'autre, on passe d'un personnage à l'autre, on revient à Jaco pendant que Bardock se dirige vers Freezer, vers Vegeta, la planète Vegeta. On a les chapitres 7, 8, 9 et 10 de Jaco, qui clôturent l'histoire de Jaco, je ne vais pas la raconter ici. Mais voilà, on a vraiment il y a de belles scènes, bonnes scènes d'action à ce niveau-là, à ce moment-là, où Jaco sauve tout simplement la planète Terre. Donc c'est assez intéressant, et en animation ça peut être très sympa. Vous remarquerez que ce qu'on est en train de faire ici, c'est lier le destin de ce qui se passe sur Terre en même temps que ce qui se passe sur la planète Vegeta pour les Saiyans. Et puis ça permet de mettre du contraste entre le côté dramatique des événements sur la planète Vegeta, l'humour et l'action sur Terre avec Jaco. Ça permet à la fois de rythmer et d'équilibrer l'histoire à ce moment-là du récit. Alors Bardock atterrit sur la planète Vegeta et tente de prévenir tous les Saiyans que Freezer va attaquer. Il le sait, c'est plus un pressentiment puisque Thomas lui a dit, Dodoria ayant une grande langue, il l'a laissé savoir à Thomas, qu'il l'a dit donc à Bardock. Donc, Bardock rentre dans le palais du roi, mais se rend compte que le roi n'est pas là. Mais où est le roi Vegeta ? Eh bien Bardock sort du palais, lève les yeux au ciel, et le roi Vegeta, en fait, s'approche du vaisseau de Freezer pour lui rendre une petite visite. Et c'est un épisode, ça vient d'un épisode filler, c'est l'épisode 78, où Zarbon dit à Freezer Maître, le roi Vegeta est venu pour négocier, alors que la planète... Là, on est vraiment à la limite, la planète Vegeta est sur le point de disparaître, et le roi Vegeta arrive dans le vaisseau de Freezer. C'est un épisode que vous avez peut-être oublié, mais qui existe réellement. Il arrive avec sa troupe de guerriers de moyenne classe. Il se débarrasse de plusieurs sbires de Freezer, et finalement, il arrive face à Freezer. Mais le roi Vegeta se rend compte que ses guerriers sont pétrifiés face à la surpuissance de Freezer, alors il tente d'attaquer par lui-même Freezer, mais comme dans l'épisode 78, il se fait one-shot
le pauvre. Mais voilà, au moins on peut avoir quand même un moment de gloire du personnage du roi Freezer, hein, du roi Vegeta, parce que je trouve ça intéressant que, avant que Bardock ne s'en mêle, le roi Vegeta en fait tente quelque chose. Je trouvais ça très intéressant dans l'épisode 78. Et voilà, donc les guerriers qui restent, donc il est mort, hein, le pauvre roi Vegeta, tentant un dernier geste héroïque. Et ces guerriers tentent d'attaquer également Freezer, et on finit la scène en entendant des cris et une explosion. C'est mauvais signe pour eux. Donc là, clairement, j'essaie de redonner un petit peu cette lettre de noblesse au personnage du roi Vegeta, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est quand même quelqu'un que tout son peuple a suivi. Donc il n'y a pas vraiment de raison en fait qu'il soit un pauvre con qui ne fait juste rien pour son peuple, quoi. Il tient sa descendance, ok, mais il est quand même proche de son peuple. Et il tente une dernière chose, une dernière attaque contre Freezer. Ça finit mal. Alors j'ajoute à ce propos précis une anecdote que j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps. Il s'agit de la découverte d'une carte du jeu Dragon Ball Super Card Game, que vous connaissez peut-être, qui généralement utilise des visuels, crée des visuels en rapport avec tout ce qui est canon, en rapport avec les films, etc. Il y a énormément de cartes, vraiment beaucoup. J'ai découvert une carte dernièrement qui s'appelle Le Roi Vegeta, meneur de la rébellion Saiyan. Je l'ai d'ailleurs dans ma collection, cette carte. Elle montre un visuel du roi Vegeta avec son design du film Broly. Mais ça montre une scène qui n'existe pas dans le film Broly. En sachant pourtant qu'il y a bel et bien des scènes du film Broly qui ont été coupées, en tout cas qui ont été écrites par Toriyama dans le script, mais qui n'ont jamais été animées dans le film. Cette carte précisément montre le roi Vegeta dans la scène que je viens de vous décrire, qui date de l'époque de Dragon Ball Z, ce fillers de l'épisode 78, où en fait le roi Vegeta décide de se rebeller contre Freezer. Cette scène n'existe pas dans le film Dragon Ball Super, et c'était intéressant de la voir en fait avec le visuel de Dragon Ball Super. Tout ça pour dire que, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé de faire cette carte. Quelqu'un a pris la décision de faire cette carte. Est-ce qu'ils avaient, je ne sais pas moi, la main mise sur le script de Toriyama, et qu'ils se sont dit qu'ils allaient ajouter cette scène cachée dans une carte? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. On peut s'imaginer ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir quand même que cette scène a été adaptée avec le design de Dragon Ball Super Broly. Là, Bardock finit par redescendre, voir le peuple Saiyan dans les villages, etc., comme dans le TV special. On se fout un peu, certains s'inquiètent, d'autres se foutent un peu de sa gueule. Guinée et Leak le rejoignent et lui demandent où il était, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'il était coincé ailleurs. Et là, ils sont interrompus par une explosion. Il s'agit du vaisseau du roi Vegeta, en fait, qui explose à côté du vaisseau de Freezer. Et là, c'est là que Bardock décide. En fait, il comprend que le roi Vegeta est mort, et donc il fonce par lui tout seul vers Freezer. Et comme dans le TV special, cette fameuse scène mythique qu'on ne voit pas dans Dragon Ball Super Broly ni dans Dragon Ball Minus, mais qu'on a de peine à faire disparaître de notre esprit tellement elle est mythique, il s'attaque à toute l'armée de Freezer dans l'espace. Voilà, je l'ai intégré. Vous voyez, c'est passé comme une lettre à la poste, encore une fois. Tout s'est bien goupillé, et on en arrive à cette fameuse scène où Freezer sort de son vaisseau et annonce qu'il va détruire la planète Vegeta. Alors certains vont me dire, je fais une petite aparté, c'est important d'en parler, certains vont me dire, ouais, là ça va pas avec la fameuse scène de Dragon Ball Super Broly, où effectivement, quand on voit Bardock s'attaquer à Freezer, il a son armure, on va dire l'armure moderne. Il n'a pas son armure comme dans le TV special. Encore une fois, rappelez-vous, au tout début de la vidéo, j'ai parlé de priorité. Je priorise les scènes, et pour moi, la priorité, c'est pas Dragon Ball Super Broly, la priorité, c'est ce qu'a montré Toriyama dans son manga. Et dans le manga de Toriyama, Bardock a le bandana, et il a son armure classique, je vais l'appeler comme ça. Donc, pour moi, la scène de 5 secondes qu'on voit dans Dragon Ball Super Broly ne prend pas le pas sur ce qu'on a vu dans le manga. Donc voilà, je choisis qu'effectivement, on oublie cette petite scène de 5 secondes qui était très jolie, mais on s'en fout. On revient en fait à ce qu'on connaît et ce qu'on aime de Bardock
à savoir son attaque de l'armée de Freezer avec son bandana. C'est beaucoup plus symbolique, c'est vraiment triste de se séparer de cette version du personnage, et voilà, on reste là-dessus. Au moment où Bardock est en face-à-face avec Freezer, on a une petite aparté et on revient à Jaco qui attend en fait la venue du Saiyan sur Terre, Kakarot. Et je vous passe les détails, mais il fait pipi sur Tight, elle le pousse dans l'eau et il rate en fait l'arrivée de Kakarot sur Terre. Et il décide de partir avec Omori et Tight, je ne sais plus exactement où, mais ça n'a pas d'importance. Ils prennent le vaisseau de Jaco et ils s'envolent. Jaco dit à ce moment-là, dans le vaisseau, il parle à Omori et Tight, et Tight demande au fait, Jaco, tu pourrais nous décrire ce fameux féroce alien auquel on a échappé? Et là, on va avoir une scène qui va mêler l'attaque finale de Bardock face à Freezer et ce que va répondre Jaco. Parce qu'elle résonne, je trouve que ça résonne très bien ensemble. On a Bardock qui cherche sa dernière attaque et qui dit « Je vais changer le destin de mon peuple ». Freezer balance à ce moment-là sa Death Ball finale et Bardock est évidemment pris dans cette tourmente et a une dernière vision de lui et son fils avant de mourir. Alors Jaco reprend la parole. Ils sont particulièrement redoutables parce qu'ils ne vivent que pour le combat. La patrouille galactique n'est pas de taille pour rivaliser et les bombes d'extermination n'ont aucun effet sur eux. Pour envahir les planètes dont la population plutôt faible comme la Terre, ils ont l'habitude d'envoyer des enfants pour supprimer les habitants petit à petit. Pendant que Jaco dit ça, en fait, on voit Bardock qui imagine son fils, Kakarot, qui vient de sauver, et il le voit grandir et devenir adulte, faire face à Freezer, se transformer en Super Saiyan, lancer sa dernière attaque sur Freezer. Jaco reprend la parole, leur enfance est longue, ils conservent une apparence juvénile jusqu'à leur adolescence, donc leur cible ne se méfie pas. Quand ils grandissent, ils sont tout de suite taillés pour le combat, et ensuite ils ne vieillissent presque plus. C'est là qu'on le voit face à Freezer, Goku. D'apparence, ils ressemblent beaucoup aux terriens, sauf que ils ont une queue. Et là, Tight dit « Oh là là, ça fait froid dans le dos, et comment est-ce qu'il s'appelle ?» On voit la dernière attaque de Goku face à Freezer, que Bardock est en train de s'imaginer, et soudain, on voit apparaître cette fameuse illustration que Toyotaro, justement, avait fait pour une figurine, où Bardock et Goku sont tous les deux ensemble, en train de faire la dernière attaque, qui représente la dernière attaque qu'ils font sur Freezer, et c'est pour moi c'est bien, ça lie vraiment les deux personnages sans qu'ils ne se connaissent vraiment, et là au moment de mourir, Bardock pleure, se met à pleurer et dit le nom de Kakarot, et on voit Freezer qui rigole et on pourrait voir au tout dernier moment, au moment de mourir, les deux pupilles de Bardock qui tourne au bleu, un peu comme s'il allait se transformer en Super Saiyan au moment de mourir. Bon, c'est une anecdote, c'est pas obligatoire, mais je trouverais que le clin d'œil serait sympa. Et puis on le verrait très discrètement, quoi. Ça serait... La planète Vegeta explose, et alors que un scouter indique que la population est en train de diminuer, puisqu'ils sont en train de tous mourir, bip, 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 bip. Là, il y a Jaco qui dit ce sont les Saiyans de la planète Vegeta. Et voilà, ce sont les planètes. Au moment où il dit ça, bien la population des Saiyans disparaît. Et là, Tight dit c'est pas très intimidant comme nom. Oui, de toute façon, Jaco répond, de toute façon, on peut être content, la planète est sauvée. On termine là-dessus et il ne reste plus que le bandana rouge, si symbolique, de Bardock. Et on repart dans l'espace jusqu'à la Terre. Et puis bip bip, et on tombe sur le seul pote qui reste, le pote de Goku. Là, on rejoint le chapitre Dragon Ball Minus. On voit les images à l'écran où Sangohan trouve Sangoku. Ça, on n'a pas vu dans Dragon Ball Super Broly. Et l'adopte. Alors, c'est le moment où, dans le film Dragon Ball Super Broly, on voit Nappa, on voit Raditz et Vegeta. Raditz qui dit que il n'en a pas grand-chose à cirer, mais qu'ils avaient un petit frère tous les deux. Et toi, ton petit frère, qu'est-ce qu'il fait ? On voit atterrir sur une planète inconnue, la planète Tech, on n'en sait rien, mais sur une planète inconnue, on voit
le tout petit frère de Vegeta, Table, qui est accueilli par un groupe d'aliens. Donc voilà, Goku est accueilli par Sangohan, son grand-père, et puis le petit Table arrive sur une planète et est accueilli par des aliens, soi-disant inconnus. Plus tard, il se mariera quand même avec l'une des locales, des habitantes locales, à savoir Gouré. Très fort logiquement, on passe sur Broly, le troisième Saiyan à être sauvé, qui est avec son père, et on comprend en fait qu'il subit un peu le courroux que Paragus a envers le roi Vegeta. Paragus, lui, il est en train de s'entraîner sur des grosses pierres sur lesquelles il a, à la craie, sur laquelle il a dessiné la tête du roi Vegeta. Voilà, comme ça on comprend que Broly n'a pas arrêté d'entendre durant toute sa jeunesse que son père était complètement fou et remonté contre la famille royale. Et là, on commence un peu l'épilogue de cet arc, finalement, avec la fin du manga Galactic Patrol Jaco, avec Tight qui présente sa famille, et notamment la petite Bulma à Omori et Jaco. Et on fait une petite aparté sur Beerus, pour faire un peu le lien, puisque c'est le moment où le poisson oracle lui annonce la venue prochaine du Super Saiyan God, alors que Beerus se pose un peu la question de la destruction de la planète Vegeta par Freezer, et puis il décide d'aller faire une sieste de 39 ans exactement. Et puis c'est intéressant de se dire que tout ce qu'on vient de subir, la rébellion du roi Vegeta, de Bardock, etc., sont des éléments qui finalement vont mener à l'arrivée prochaine du Super Saiyan God. Tout ça est lié. Alors les dernières scènes peuvent être de l'épilogue, peuvent être des focus sur les 3 enfants qui restent, les 3 enfants Saiyans. Donc on aurait Goku qui mène la vie du Sangohan, qui lui apprend les arts martiaux, ça pourrait être très vite montré. Et puis un soir, une nuit de pleine lune, il se fait malheureusement tuer par un grand Ozaru, qui n'est autre évidemment que Goku qui l'écrase. Vegeta, Nappa et Raditz, qui finalement font partie de l'armée de Freezer, viennent se présenter auprès de lui. Vegeta fait ça, on le dit dans l'épisode 104, Vegeta se rapproche de Freezer pour pouvoir mieux le tuer plus tard, pour pouvoir se venger. Freezer lui ment et lui dit que c'est une météorite qui a fait exploser sa planète d'origine, pendant qu'il n'était pas là. Bon, évidemment, Vegeta ne le croit pas, et Zarbon leur donne une mission très difficile, c'est de s'attaquer à la planète Shatsu. C'est une planète qui est encore une fois mentionnée dans un des épisodes fillers de Dragon Ball Z. On s'arrête là-dessus pour ces personnages-là. Et on en revient finalement à Broly, qui va faire le lien avec la suite de l'histoire. On voit Broly, on peut expliquer rapidement comment Broly a maîtrisé sa forme d'Ozaru, comment il a eu ses cicatrices, c'est sans doute son père, ou sans doute ses combats contre Ba, comment le père de Broly a perdu son œil gauche, sans doute en essayant de combattre son fils transformé en Ozaru. Comment est-ce qu'il a transmis sa haine du roi Vegeta à Broly, comment il a placé, Paragus a placé l'électrochoc, le collier d'électrochoc sur le cou de Broly. Tout ça, ça peut être montré très rapidement, pour qu'au moins on comprenne un petit peu, parce que c'est allé très vite, cette partie-là d'explication dans le film Dragon Ball Super Broly, donc on pourrait quand même montrer un peu plus la relation entre Paragus et son fils Broly dans sa jeunesse. Et voilà déjà la dernière scène de cette histoire, vraiment l'épilogue final, alors où Jaco et Omori expliquent ce qu'ils sont devenus. Ça parle du Sky Gold, etc. Je vous passe les détails. Bon, et on retrouve la petite Bulma qui croise un petit garçon appelé Goku. Leur rencontre est importante. Et puis, ça se finit sur la fameuse chanson Go Rocket Go, que Jaco fredonne à la toute fin du manga de Jaco, qui est une chanson en fait qui a son importance dans l'histoire, vous la connaissez si vous connaissez ce manga, et on pourrait avoir ça comme générique de fin, la vraie chanson de Go Rocket Go, et on verrait alors un fast-forward de tout ce qui va se passer plus tard en fait, entre ce moment-là et le moment où on va retrouver les personnages, et donc l'histoire de Goku et Vegeta contre Broly. Donc on verrait tout un fast-forward avec des éléments inédits, puisqu'on verrait la jeunesse de Broly à certains moments. On verrait par exemple les restes de l'armée de Freezer qui se font pourchasser par Jaco, Merus et les autres Galactic Patrol.
Voilà, ce genre de petits détails. Voilà, j'en ai rajouté parce que je m'amuse, mais j'ai même rajouté le moment que Feignón, notre ami Feignón dessine, où Goku découvre sa coupe de Super Saiyan 3 quand il est au paradis. Voilà, des détails et des explications de Dragon Ball Super, etc. Enfin, voilà, ça ferait office de générique de fin, si vous voulez. Et ça se termine sur Goku et Freezer qui battent Jiren. Et le dernier face-à-face de Vegeta et de Goku. C'est là-dessus que la série TV Dragon Ball nous avait laissé. Et évidemment, à ce moment-là de l'histoire, de l'arc, vous voyez, ça a pris quelques épisodes, vous pouvez imaginer. Ça s'enchaîne directement sur le combat Goku-Vegeta contre Broly lors du retour de Freezer sur Terre. Voilà, et ça se clôture là-dessus. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter, sauf que on nous avait dit, je crois que c'est Nagamine qui nous avait dit, je sais plus, je suis pas sûr de ce que je dis là, je suis fatigué maintenant, mais après avoir autant parlé, mais en gros que le dernier combat Gogeta contre Broly aurait pu se passer sur le soleil, en référence au film d'origine de Dragon Ball Z. Ça ne s'est pas fait. Finalement, ils combattent dans une espèce de dimension là, qui brise ensuite. Mais à la base, ils comptaient se battre sur le soleil. Pourquoi pas utiliser ça dans le combat Gogeta version longue, Broly contre Gogeta en version longue, par exemple, pour avoir ce genre de détails. Et puis on retrouverait à la fin Goku qui est devenu pote avec Broly, Chilai et les mots. Et on peut d'ailleurs imaginer qu'il pourrait rajouter quelques épisodes fillers sympas avec ces trois personnages et leur relation avec Goku. Voilà, c'était la version, ma version finalement de l'adaptation TV de Dragon Ball Super Broly, avec l'intégration des éléments possibles du TV Special des années 90. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez trouvé que c'était bien intégré. Finalement, je trouve que ça se tient bien, et surtout, on peut intégrer comme ça l'histoire de Jaco, enfin. Et il faut savoir que tout de suite après ça, après le combat Broly contre Goku et Vegeta, l'arc Moro débuterait, quoi. Donc on reviendrait directement à Jaco, Merus, etc., et à la patrouille galactique. Donc le lien serait pas mal, le lien serait intéressant, je trouve. À la fin du dossier, je donne quelques idées, quelques pistes, en disant qu'on peut insister sur les petits personnages, les Goku, Raditz, Nappa et Broly quand ils sont petits. Parce que, l'air de rien, le film l'a très peu fait, et ces personnages ont beaucoup de succès, ils ont été très appréciés. Il y aurait moyen de raconter des petites histoires, en dehors de ce que moi j'ai raconté. Le personnage du roi Vegeta, c'est peut-être important de l'avoir mis en avant comme je l'ai fait, parce qu'il est un peu oublié, voilà. Et puis, s'ils veulent, ils peuvent tirer sur la corde. La Toei, ils sont jamais à court d'idées avec leurs scénaristes, ils peuvent aller plus loin, ils peuvent raconter comment le peuple Saiyan, de génération en génération, est devenu ce qu'il était, comment il est passé d'une planète à l'autre. On peut même revenir à l'origine avec Yamoshi, aux Saiyans, aux mauvais Saiyans contre les bons Saiyans. Enfin voilà, tout ça peut être brodé tout autour de cette histoire et intégré au fil de l'arc, je vais dire. C'est tout à fait faisable, s'ils veulent. On peut aller jusqu'à parler de l'univers 6 et des Saiyans de l'univers 6 qui ont un destin opposé à celui de notre univers. Donc voilà, tout est faisable, tout est possible. J'espère et j'ose espérer que, vu que le film Broly est derrière nous depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, ce serait pas si dingue de voir adapter ce film en version longue comme je le propose ici. Alors, qu'en est-il de mon dossier, pour finir, pour clôturer, je vous rassure, il reste plus grand-chose à dire. Qu'en est-il de mon dossier? Je l'ai envoyé, il m'a fallu plus de 6 mois pour le travailler. C'est sous forme de 40 pages illustrées, vous avez vu pas mal d'illustrations ici de mon dossier à l'écran, vite fait. Le problème de mon dossier, c'est que j'ai envoyé aux bonnes personnes au Japon, à Tokyo, mais je n'ai pas pu, parce que 40 pages, je n'ai pas pu le traduire en japonais. Il est entièrement en anglais, il y a juste les textes d'accroche qui ont été traduits en japonais, dans un bon japonais, mais le reste est en anglais. Et donc je sais pertinemment que il y avait 99% de chance, j'aurais dit 90 à l'époque, mais 99% de chance que je n'ai jamais de retour. Mais ça a pu tomber dans les bonnes mains, ça a pu tomber dans les bonnes oreilles, ça a pu être passé de main en main, si c'était pas trop tard en tout cas, pour que la Toei ait quelques idées ou pas, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, je n'ai jamais eu de retour, ça je m'y attendais.
Sachez juste ça, je n'ai pas eu de retour de la part de la Dragon Room, forcément, hein, le petit Belge qui envoie ses idées, il est bien sympa, mais il ira se faire foutre. Mais ça ne veut pas dire que le dossier n'est pas sur le bon bureau. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, 55 minutes, hein, c'est pas la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Ce que j'aimerais, c'est avoir votre avis sur cette histoire, si vous avez eu le courage de l'écouter. J'ai beaucoup hésité, ma voix n'était pas toujours top, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, donc j'étais plus trop habitué. Et je clôture simplement en vous disant que voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot, et ça fait 9 mois maintenant que je travaille sur un autre projet par rapport à Dragon Ball, que je compte envoyer, mais par un biais qui augmentera un peu mes chances de retour. Voilà, simplement, je vous en dis pas plus. Bon, ceux qui me suivent sur Twitter savent que ça parle de la jeunesse de Roshi, de Kame Sennin. Voilà, je prépare vraiment un gros truc par rapport à ça, encore bien plus gros que ce que je viens de vous décrire. Mais voilà, je vous remercie, je vous laisse, j'attends vos avis, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!